Moi, j'aime beaucoup le côté préposition, n'est-ce pas? On donne mon nom à quelque chose, je me dis, tiens, c'est comme si, mort, j'étais quand même assez vivant pour contempler ces choses. Ben, c'est rare. Je jouis vivant des choses qui arrivent, qui devraient arriver après ma mort. C'est très agréable. Voilà plus d'un demi-siècle qu'Edgar Morin nous apprend à regarder le monde. Auteur infatigable de savoir, tour à tour écrivain, philosophe, sociologue, auprès de ses réflexions. Ses livres sont traduits dans toutes les grandes langues du monde. Ce penseur est un chercheur à part, inclassable, qui revendique la condition de toucher tout et dont la mission pourrait se définir ainsi, relier à la connaissance. Je suis chercheur professionnellement, puisque je suis au CNRS. Je crois l'être aussi personnellement, c'est-à-dire que je cherche, c'est-à-dire que je ne sais pas très bien ce que je vais trouver quand je cherche, je prends très au sérieux ce terme. Alors, je cherche dans la science de l'homme, et quand on dit que je n'aime pas me dire sociologue, c'est parce que pour moi, je ne vois pas très clairement où sont les frontières entre le sociologique, le psychologique, l'économique, l'historique, etc. En 1961, Edgar Morin fait figure de précurseur. Il bouscule la recherche traditionnelle, la dépoussière et invente la sociologie du présent. Il y a une enquête pluridisciplinaire dans une commune bretonne à Pont-d'Évêque. On me demande si je peux intervenir dans cette recherche. J'ai dit oui, on peut faire sur la modernisation. C'était une époque où la France se transforme totalement, la France rurale, la France urbaine. C'était un thème flou, intéressant. Et d'autre part, j'étais pas du tout un adepte de la sociologie officielle de l'époque qui se faisait par questionnaire. J'ai recruté une petite équipe d'étudiants et une fois sur place, j'étais fasciné par les gens, par les problèmes. Et je suis resté c'était un sujet qui me convenait parce que je pouvais appliquer ma façon de voir qui est multidimensionnelle. Une façon de voir également très intuitive. À plus V, Edgar Morin comprend que les rapports entre les générations changent. Les adolescents, les femmes s'émancipent. Il relie ces phénomènes. Ce travail a marqué son époque. Pour moi, il a transformé un petit peu la façon de voir et d'être. Votre façon de voir, c'est-à-dire non. Je restais ici chez moi, je ne sortais pas, maintenant je sors un peu plus, je travaille, chose que je ne faisais pas avant. Ça me permet quand même d'élargir mon horizon social, si je peux dire. Donner une image de prostate exacte, mais il n'a pas raconté ce qu'il a raconté. Pour moi, c'était un abus de confiance, puisqu'il n'avait pas prévenu qu'il allait éditer un livre sur l'enquête qu'il faisait. Le livre est sorti en 67. Et à ce moment-là, bon, il y a eu une cabane contre moi. J'ai tout de suite réagi, j'ai tout de suite demandé, non pas un blâme, mais des félicitations. Et j'avais commencé une lutte pour mon honneur. Et j'ai été interrompu parce que éclatent les événements de mai 68. Dès le début des années 60, Edgar Morin descend dans les grands rassemblements de rock'n'roll, le formidable ferment d'une jeunesse en révolte qui aboutira à mai 68. Motivé par son envie de comprendre avant les autres ce qui se passe, il est posé un diagnostic. Il y a eu en 63 la Nuit de la Nation. La radio Europe numéro 1 avait convoqué à la Nation les jeunes, les adolescents, et brusquement, au cours de cette fête, quelques jeunes ont commencé par être des casseurs, renverser des voitures, arracher les grilles des arbres. Alors, ahurissement total. Je me suis mis qu'il fallait penser qu'il y avait une aspiration de l'adolescence qui fallait se trouver exprimée à travers le rock. Et
qui se formait peut-être presque non pas une classe sociale, mais l'adolescence en tant que telle, entre le cocon de l'enfance et l'intégration dans le monde adulte, qui exprimait des besoins, des aspirations que déjà dans le passé avaient exprimé des poètes comme Rimbaud, tout ça. Mais j'ai continué à m'intéresser au phénomène adolescent. Et c'est pour ça que quand il y a eu le 68, il se trouve que Henri Lefebvre, qui était prof à Nanterre, il me demande de le remplacer pendant 1 mois. Je vais à Nanterre, qui à l'époque était un chantier absolument incroyable. Contre la poésie aragonesque, demandez rupture, revue d'action surréaliste. Je vois une agitation. Je vois un rouquin sur les marches de la faculté tenir des propos qui me sont très bizarres. Ce rouquin, c'était Daniel Cohn-Bendit. Et puis, je vais faire mon cours. Là-dessus, les types disent grève, grève, grève. Moi, je dis écoutez, si vous voulez faire la grève, allez-y, vous pouvez voter. Alors, il y a un vote, une majorité ne veut pas faire la grève. À ce moment-là, je dis je fais mon cours. À ce moment-là, les types, les enragés qui voulaient faire grève, me désignent Morin flic, Morin flic. Et là, ils éteignent la lumière. Ce qui fait que dans cet amphithéâtre où il n'y avait pas de fenêtre, tout est suspendu. Alors, j'avais donc cette expérience un peu bizarre. Et dès qu'il y a eu la première occupation, j'y étais. J'étais un des rares, parce que la presse n'avait aucune antenne dans ce qui se passait dans ces milieux juvéniles. D'ailleurs, ça m'a tout de suite enthousiasmé, parce qu'au début, il y avait le 68 à ses débuts, qui est un mouvement profondément libertaire. Ces analyses à chaud sur les révoltes adolescentes de mai 68 sont le fruit d'un enthousiasme et d'une immense curiosité. En pionnier, Edgar Morin observe la métamorphose du monde et scrute l'esprit du temps. 1 an plus tard, il s'envole vers l'Amérique et la Californie, à la découverte de ce bouillon culturel de la fin des années 60. C'est quelque chose qui m'a été très important, intellectuellement et existentiellement aussi. Parce que c'est une époque, en Californie, c'était les derniers temps de ce qu'on appelait la contre-culture juvénile, qu'on appelait les hippies. Ils avaient vraiment une aspiration pour vouloir changer la vie. Ils se rendaient compte de la vie que menaient leurs parents, surtout quand c'était des familles aisées à l'américaine, avec tout le confort matériel, la télévision, les voitures. Ça ne donnait pas le bonheur. Ils avaient besoin d'autre chose. Plus de communauté, plus de liberté, c'était ça. Alors, il y avait des rassemblements, des parkings par milliers, il y avait des concerts de rock, il y avait une sorte d'extase collective. Donc, j'étais témoin, j'étais présent dans cette chose. Bon, et est-ce que ça représente l'œuvre d'un sociologue? J'ai pas tellement l'impression. Vous savez, pour moi, il m'est difficile de découper une partie sociologique, une partie personnelle. Alors, le journal de Californie, c'est avant tout l'œuvre de quelqu'un. Une œuvre de quelqu'un qui écrit « Ma propre vie nourrit ma pensée, qui en retour la porte et la fortifie ». Son journal, devenu un classique, est reflet de cette idée forte, celle qu'un homme puisse penser à partir de sa vie. Mai 68 et la Californie m'ont encouragé fortement à tenir à être moi-même. Il ne faut ni hypostasier, isoler le problème écologique, ni aussitôt le réduire. Et comment le réduit-on? Il y a une première réduction que j'appellerais la réduction technocratique ou technologistique, qui consiste à le réduire à une série de pollutions, chacune bien classée, bien diversifiée. Là aussi, c'est la Californie, parce que j'étais un peu dans ce bain parmi les premiers à être conscient de ce problème. J'ai fait un rapport où je montrais que le problème de l'énergie, ce n'est pas seulement les économies d'énergie qu'il faut faire, mais qu'il faut changer notre mode de vie et viser non plus désormais toujours plus, mais toujours mieux. Bon. Et quand le président Chirac peut organiser une conférence internationale, à ce moment-là, moi invité, j'ai fait photocopier
mon texte, l'an 1 de l'écologie, vieux de 1972, pour le distribuer aux autres membres. Alors, ce problème écologique nous amène à une repensée profonde de la politique et de l'action. Edgar Morin est connu dans le monde entier, aussi bien en Asie qu'en Amérique latine. Au Mexique, une université porte son nom. Au Pérou, sa pensée est enseignée dans plusieurs centres d'études. L'écologue qui étudiait l'écosystème pesticide, l'organisation naturelle qui se crée à partir de las interactions entre los végétales, los animales, los unicellulaires, et l'ambiente physico-chimique, météorologique et autres, tout de ce système d'organisation spontanée nécessite des compétences de toute la science fonctionnelle. Moi, je parle le fritagnol, c'est-à-dire une langue latine qui est faite du mélange de français, italien, espagnol. Évidemment, quand je suis dans un pays de langue espagnole, il y a plus de mots espagnols que de mots italiens, mais dans un pays de langue italienne, j'ai des mots espagnols qui sont mêlés aux mots italiens. Ici, on sent une aspiration chez certains intellectuels universitaires qui ont fait l'expérience d'abord des anciennes dictatures qui ne sont pas toutes mortes, qui ont fait l'expérience de la solution, la pseudo-solution marxo-communiste, qui font l'expérience maintenant de ce libéralisme économique déchaîné, dont il y a une recherche. Et je pense que c'est ça qui se passe entre moi et eux, du moins ceux qui viennent me retrouver, parce que je rencontre ceux qui me cherchent. Penseur planétaire, comme le surnomment ses pairs, Edgar Morin voyage de passion en passion, à la recherche de nouvelles zones à défricher. En 1969, en Californie, il est invité à l'Institut de biologie de Salk, véritable pépinière de prix Nobel. Son ami Jacques Monod lui propose de réfléchir aux liens possibles entre sciences humaines et sciences exactes. Et là, il s'opère un virage, parce que à cette époque-là, non seulement je prends connaissance des transformations qu'a connues la biologie, mais surtout, je découvrais des types de pensées que j'ignorais. Gregory Bateson, les conceptions de la théorie des systèmes, de l'auto-organisation. Bref, il se passe dans ma tête, je dirais, je deviens born again, c'est-à-dire je renais à nouveau. C'est-à-dire, toute la façon de penser que j'avais spontanément, qui était complexe, je dirais, j'ai jamais relié les choses, intégrer les connaissances de sources diverses, j'aimais affronter les contradictions. Donc, je travaillais dans la complexité, mais sans avoir le mot, sans avoir le concept, et sans en avoir, je dirais même, l'épistémologie. C'était spontané. Et là, je comprends que je peux trouver la base fondamentale non seulement pour ma propre connaissance, mais pour favoriser un type de connaissance plus pertinent, plus riche, grâce à une vision complexe. Mais pour ça, il fallait que je fasse tout ce travail qui s'est appelé la méthode. La méthode, ce sont 6 tomes rédigés sur plus de 30 années. Une entreprise titanesque pour mieux comprendre le monde et soi-même.
Traquant l'aventure des premières cellules jusqu'aux galaxies les plus lointaines, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, Edgar Morin s'intéresse à l'infiniment complexe, la vie. Pas encore bien eu. La recherche de la méthode, finalement, c'est une méthode de la complexité. La complexité, c'est quoi? C'est quand il faut voir, vous savez, le mot complexus signifie ce qui est tissé ensemble, qu'il faut voir c'est les différents aspects d'une même réalité. Et c'est ça qui me stimulait. Après ce séjour en Californie, où je suis un peu comme une abeille qui a butiné à beaucoup de fleurs, qui a ramassé beaucoup de nectar, j'avais pris plein de notes. J'ai pensé que cette fois, il fallait aller à l'os. Et finalement, l'élan vient en Toscane, dans la villa d'un ami. Il y avait un couple de gardiens. Elle me faisait cette cuisine italienne que j'adore, donc des pâtes, du pain frotté à l'ail avec de l'huile d'olive, tout ce que j'aimais. Et pas de téléphone. Et je travaillais donc jusque tard dans la nuit. Moi, quand je rédige, c'est la gestation en même temps. J'ai déjà pris des notes, j'ai réfléchi, mais je parle comme d'une nébuleuse spirale. Les choses se précisent. Et en rédigeant, je pense, je me transforme, je change, je regarde de nouvelles sources. Je suis, si vous voulez, devenu comme une sorte de peintre de fresque. Mais la fresque, elle est dans l'espace. Et moi, ma fresque, elle est dans le temps. C'est dans le temps que j'ai fait ce travail. Alors Morin, vous êtes finalement pas un biologiste au point de départ, et maintenant vous... Ni même au point d'arrivée. Oh bah presque, non? Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est quoi le but de cet énorme travail? Le mot science veut dire savoir. Aujourd'hui, le scientifique, on lui dit, surtout il ne faut pas savoir, ou plutôt, oui, vous allez avoir un secteur. Vous allez être propriétaire de ce secteur, ce qui fait que quand un intrus voudra y pénétrer, vous avez le droit de le chasser. Mais renoncez à l'idée de comprendre le monde, renoncez à l'idée de savoir ce que vous êtes, vous, humains, dans votre société sur cette terre. L'important, c'est de creuser votre sillon, et c'est ça la science. Et moi, si vous voulez, la méthode, c'est une révolte, un petit peu, contre cette chose conçue comme normale. C'est une œuvre que les scientifiques ne jugeraient pas scientifique, que les philosophes pas philosophes, que les écrivains pas d'un écrivain. Enfin, bref, si vous, j'avais, du point de vue de l'étiquetage, c'était effrayant, n'est-ce pas? Je ne pouvais être classé dans aucune des catégories régnantes et dominantes, et je pouvais être traité comme un farfelu. Bon, parce que au début, je suis parti, et je me rappelle très bien que des amis comme François Furet, par exemple, me disaient: mais qu'est-ce que tu vas foutre ces histoires de sciences physiques et biologiques? Tu commences à être comme sociologue, reste sociologue. Et personne n'y croyait. Personne. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? J'ai dit, qu'est-ce que je peux vous foutre? S'il vous plaît, êtes-vous heureux? N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Madame, s'il vous plaît. Je déjà beaucoup, alors là... Est-ce que vous êtes heureux, monsieur? Oh, ne parlez pas de ça. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. C'est vrai? Oui, oui. Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma vérité. Bon alors, dis-moi, bon, j'attaque quand même. Tu ne sais pas la question qu'on te pose. Nous-mêmes, précisément, on ne sait pas non plus ce qu'on veut faire avec Rouge. C'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu? Comment vis-tu? On commence par toi. Mais après, on va s'adresser à l'autre. Comment vis-tu? Ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie. Pour beaucoup de gens du cinéma, c'est un film important. On avait mis l'étiquette du cinéma, un nouveau cinéma vérité. Pas qu'on apportait la vérité, mais qu'on posait le problème de la vérité. Et les films documentaires sont en général des films où les personnages ne parlent pas. Il y a un commentaire off. Il fallait une révolution technique pour qu'il puisse y avoir la prise de son directe en même temps que la prise de vue.
Et ça m'a semblé bouleversant, quoi, cette parole. Et les premiers résultats, du point de vue proche, furent absolument bouleversants, parce que ce soit avec Marie-Lou, avec Marceline, on avait des documents humains vraiment très forts. On a tourné beaucoup, jusqu'à ce que le producteur dit ça suffit. On l'arrête. Alors, et ce qui est arrivé à mes yeux une tragédie, c'était qu'il voulait un film d'1h30 qui était la norme standard, et surtout 20 et quelques heures qu'on avait tourné, c'est un film très important, 4-5 heures. Autrement dit, les nécessités conventionnelles du cinéma, à mon avis, altéraient une partie du film. Des dimanches. Alors, avec justement, tiens, j'ai regardé mon café là. Tu vas payer un petit croissant. Tu te rappelles? Et c'est pour ça que ça promettait beaucoup plus. C'était un jeu exceptionnel quand même. Des programmes comme ça. Oui. C'était magnifique. Jusqu'au montage. Oh, écoute, là-bas. Non, mais il faut dire la vérité. Tu m'as trahi à ce moment-là. Oh, je suis trahi, j'étais passé par les événements entre rouge que j'aimais, que j'admirais. Alors, les tours que je choisissais. Le montage qu'on m'a empêché de faire. Et tu es l'actrice. Assassiné. C'était si grave. J'ai dit à Domon, vous avez assassiné Eisenstein enfant. Edgar Morin a eu envie de continuer à faire du cinéma. Son second film se serait intitulé « Où va le monde ?» Le hasard de la vie en a décidé autrement. Edgar Naoum est né à Paris le 8 juillet 1921. Il est le fils de Vidal Naoum et Ouna Beressi. Je suis comme chacun. Je veux la vérité. Je ne veux pas me tromper. J'étais très sensible au mensonge. Parce que, au lieu de me dire, quand ma mère est morte, qu'elle était morte, etc., on m'a raconté des salades, qu'elle était partie en cure, qu'elle était partie en voyage, qu'elle était voyagée au ciel, enfin, des synepsies que le désert, un gamin de 9 ans peut comprendre. Il sait qu'on lui ment. Et je veux dire que c'est une chose. Et moi, j'ai beaucoup souffert qu'on ne m'ait pas dit la vérité, parce que la vérité, ça aurait été me permettre de dire au revoir à ma mère en me faisant assister à ses funérailles. Nous sommes rue Sorbier, où j'ai habité chez ma tante après la mort de ma mère. Cette tante nous a hébergés, mon père et moi. Évidemment, j'ai eu une période qui était à la fois très dure. Je souffrais beaucoup, pas seulement de la mort de ma mère, mais aussi du fait que ma tante croyait bien faire en me disant « Maintenant, je suis ta maman », ce qui m'avait absolument répulsé. Moi, je crois que la mort de ma mère m'a donné deux sentiments. Une sorte de vieillissement mental, un doute surtout. Cette mort m'a semblé enlever du sens à la vie. Et en même temps, un besoin d'amour, de communion. Et c'est, disons, l'expression de ces deux choses, je les ai trouvées dans le livre. Mes deux auteurs me frappent. L'un parce qu'il exprime le doute, c'est Anatole France. Mais peu après, un autre auteur me frappe. C'est Dostoïevski, Crime ou Châtiment, qui donne un sentiment mystique de la vie, de la fraternité, de la rédemption. Peut-être de la rédemption parce que c'est la psychanalyse qui dit que les enfants se sentent coupables de la mort de leurs parents. Et peut-être moi, très enfant comme j'étais, j'avais cette culpabilité, j'avais un besoin de rédemption.
obsession de mon père de me protéger venait du fait que j'étais fils unique. Donc, je comprenais son souci, n'est-ce pas? Mais à force de vouloir protéger quelqu'un, on le tue, n'est-ce pas? Bon. Enfin, il ne va pas le tuer. La question de son identité était très curieuse. Moi, quand on me demandait d'où s'il vient ton père, ben, j'étais Salonique. Ah ben il est grec, ah ben non, parce que c'était l'Empire ottoman. Alors il est turc, ah ben non, non. Ben alors, il est italien, mais pourquoi? Alors, bref, mon père, il était tout à fait à l'aise dans toutes ses identités. Et moi, j'étais très troublé, mais maintenant, je suis très content. Je suis très content. En plus, c'était des séfarades, c'est-à-dire, l'origine, c'était des Juifs d'Espagne et du Portugal qui avaient quitté l'Espagne, qui étaient allés en Toscane. En plus, c'est une famille très laïcisée. Et moi qui étais tellement loin de lui, quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, ben, je l'ai de plus en plus compris et apprécié, peut-être un peu trop tard. Et quand j'ai fait ce livre, j'ai fait pourquoi? Parce que quand il est mort, j'ai voulu lui faire un monument vrai, une statue réaliste, pas un truc idéalisé. Et de faire ce livre, ça m'a fait beaucoup de bien. Je crois que je l'ai fait dans la joie et dans les larmes. Je l'ai ressuscité. Et voilà. Edgar Morin a eu 2 filles, Véronique et Irène. Vidal et les siens, c'est un livre écrit en collaboration avec Véronique, la cadette. Une sorte de quête initiatique au pays de l'histoire familiale. Il faut dire que Véronique, elle avait fait un travail préalable, c'est-à-dire qu'elle avait interviewé, si on peut dire, ou plutôt fait raconter à mon père sa vie. Et c'était l'époque où je voulais, je sais pas, on faisait des enquêtes, les récidives, etc. Et pendant 6 mois, il est monté entre midi et demi et 1 heure, demi-heure par demi-heure, pendant, oui, tout un hiver. Et donc, je lui ai dit, bon, bah, de raconter sa vie. Donc, moi, j'étais sa petite fille, alors il n'allait pas tout Oui, il enjolivait certains épisodes. Bon, et donc, il y avait 130 pages, il y avait un paquet que j'ai donné à Edgar, ce qui t'a permis de dire le fils, c'est pas... Ce qui a permis au livre qui est le JE de Vidal. Cette substance directe, ce qui fait qu'il y avait sa présence dans ce livre. J'ai 2 traits, n'est-ce pas? L'un qui est un grand scepticisme et l'autre qui est quand même une ardeur militante, qui cohabitent en moi, mais qui se sont séparés. Alors, Véronique a hérité de l'ardeur militante et Irène a hérité c'est comme ça un Constant qui rencontre Madame de Staël, Madame de Récamier. Il dit, oh, je suis heureux de voir l'intelligence et la beauté, moyennant quoi il se brouille définitivement avec les deux, parce que la belle dit, comment je suis une crétine, et l'intelligente, quoi, je suis un monstre. Alors, Irène, tu vois, l'une à la militance et l'autre le scepticisme. Alors, il peut arriver que j'ai le sentiment parfois que ton ardeur, parfois n'étant pas tempérée par un certain scepticisme. Mais avec le temps, l'âge, les leçons de la complexité, j'y arrive. Ma première sculpture s'est faite dans la rue Bénilmontant. C'était un cinéphage, je plongeais dans ce monde imaginaire. J'ai vu les films de Pabst, l'opéra de Katsu, m'a donné sens de la misère humaine, par à la fois l'alliance des capitalistes et des gangsters, si l'on peut dire. C'était un film fort comme ça qui m'a beaucoup marqué. Puis il y a aussi la chanson, la chansonnette, parce que dans les films des années 30, il y avait toujours un moment donné où ça chantait. Et je me souviens très bien des chansons que j'ai adorées. Le film de René Clair, À nous la liberté, il y a une chanson qui reste très belle pour moi, c'est Mon vieux copain, la vie est belle, je connais la liberté. Hein. Il y avait les chansons Sous les toits de Paris, j'adorais aussi Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, qu'on est heureux tous les deux.
de Paris, tu vois ma petite Mini, on peut vivre heureux, bien unis. Nous sommes seuls, ici-bas, on ne s'en aperçoit pas, on s'approche un peu plus, et voilà, tant que tu m'aimes bien, je n'ai besoin de rien, près de ta... Oui. Michel Poliziano. Enchanté, bienvenue à Clichy. C'est très difficile de comprendre un grand problème comme la violence, parce qu'on le voit souvent d'une façon unilatérale. Or, pour comprendre ce problème, il faut comprendre et la partie, et traiter localement la partie, mais aussi considérer le tout. C'est ça la grande difficulté. On n'enseigne pas la compréhension humaine. Or, si on enseignait la compréhension humaine, que de drames on pourrait éviter, pas seulement entre les nations, mais au sein d'une même famille, au sein d'une même école, au sein d'un même atelier. Je pense d'autre part que la répression pose un très grave problème parce qu'on ignore la plasticité de l'adolescence. C'est un âge donc intermédiaire d'aspiration à la liberté. Dans le fond, on sait très bien quels sont les remèdes à un moment donné. Qu'est-ce qui sauve quelqu'un du gouffre? Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, l'amitié, l'admiration. Il faut aussi une révolution mentale. Et puis, puisque ici, vous êtes les sujets, les acteurs, les témoins de ce problème, peut-être que c'est vous qui pouvez aussi nous aider et contribuer à cette révolution mentale. Alors, M. Garmorin, vous avez été résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Comment avez-vous vécu cette période d'extrême violence et quelles leçons en avez-vous tiré? Quand on a 20 ans, on veut vivre. Mais à cette époque-là, vivre, je savais que vivre, c'est pas la même chose que survivre. Survivre, c'est se planquer, rien faire, essayer de se débrouiller. Mais pour vivre, il faut risquer sa vie dans certaines conditions. On était bien parce qu'on a l'impression que ce qu'on faisait était bien. On luttait pour la libération du pays, on luttait pour la libération de l'humanité. On avait l'impression d'avoir une cause merveilleuse. Moi, j'ai été beaucoup plus mal à l'aise après la libération qu'au cours de cette époque, en dépit de tous les risques courus. Juin 40. C'est la débâcle. Les armées allemandes percent les lignes françaises. Vidal, le père d'Edgar, est mobilisé. Paradoxalement, c'est pour le jeune homme une libération. Il fuit le carcan familial où son père le maintenait, saute dans le dernier train pour Toulouse et s'inscrit en droit, histoire et sciences. Ces années de guerre sont de vraies années d'école. Il retrouve Jacques-Francis Roland, son ami de lycée, avec qui il rentre dans la clandestinité et rejoint le Parti communiste. C'est là aussi qu'il rencontre Violette, sa première épouse. Il regagne Paris en 1943. Devenu résistant au sein d'un mouvement de prisonniers de guerre qu'il faut aider à s'évader, Edgar Naum devient Edgar Morin. Je suis l'un des 3 responsables de la région parisienne. Et l'autre responsable, venant de chez Mitterrand, Georges Beauchamp, me dit « Ah, je vais vous faire un beau cadeau, je vais vous faire un très beau cadeau. » Le cadeau, c'était Dionys Mascolo, pour être mon adjoint. J'étais tout de suite frappé, séduit par ce garçon à la fois intelligent, sensible, beau. J'étais absolument épaté. D'ailleurs, je l'ai dit à Violette, j'ai dit, écoute, j'ai rencontré un type extraordinaire. Bon, on se lit, et il me parlait beaucoup de Madame Leroy, une dame qui s'occupait d'aide aux familles de ceux qui avaient été arrêtés, etc. Et c'était Marguerite Duras. Marguerite Duras est déjà écrivain. Dionys Mascolo, Robert Antelme, tous deux intellectuels, participent avec elle au mouvement de résistance dirigé par François Mitterrand. Ils forment le noyau d'une communauté qu'on appellera plus tard le groupe de la rue Saint-Benoît. L'insurrection de Paris, nous communions beaucoup avec Marguerite et Dionys.
le jour de la libération, où il y a eu ce magnifique défilé, il y avait des voitures des résistants, et il y avait une voiture que conduisait Georges Beauchamp, il y avait Marguerite, il y avait Dionys, il y avait Violette, et moi j'étais assis, parce qu'il y avait le toit ouvrant, sur le toit, avec un drapeau tricolore. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu des tirs, les gens se couchaient, et la voiture a pris à toute vitesse le boulevard Haussmann. Moi, je restais avec le drapeau tricolore, ce qui fait que les gens qui étaient sous les auvents des grands magasins, le printemps des Galeries Lafayette, nous applaudissaient. Et comme ça, c'était la fête. Nostalgique, le résistant épris de liberté fuit la bureaucratie qui s'installe et part en Allemagne. Ce qui l'intéresse, c'est découvrir le pays qui se reconstruit. À son retour à Paris, un an plus tard, Robert Antelme, rescapé de Dachau, est devenu éditeur et le pousse à publier son premier livre. Edgar Morin a trouvé sa voie, l'écriture. Il retrouve aussi ses compagnons de résistance. Et c'est là où Marguerite nous a hébergés, rue Saint-Benoît. On avait notre chambre rue Saint-Benoît. Il y avait le divan où venait coucher Dionys, il y avait la chambre de Robert, il y avait la chambre de Marguerite. Et on a vécu là aussi une communauté tout à fait merveilleuse. Elle adorait chanter, moi aussi. Elle invitait beaucoup. Il y avait, je découvrais des gens, parce que cette réputation, ça m'impressionnait, Queneau, Merleau-Ponty, tout ça. C'était une très belle symbiose. D'ailleurs, c'est allemand qui fait vivre. À la mort de l'écrivain, son appartement est transféré rue de Rennes, un lieu où on retrouve ses amis et ses proches, dont Solange Mascolo et Monique Antelme. Il y a donc une petite fille qui a ça. Moi, j'ai pas de photo de l'équipe. Photo d'Edgar en militaire. Hein? Ah, t'es très beau, très jeune. Voilà Edgar. Ah oui, mais ça, c'était à Berlin. C'est tout ce que j'ai de toi. C'était à Berlin. Ah. Marguerite. Voilà Marguerite. Marguerite. Il y en a pas mal. Ouais. 1932. Dionys. Ah, il est très bien. On n'a pas la vie là. Non, je veux pas qu'on me prenne, parce que j'ai plus que ça. Mais non, je ne veux pas te... Tout le monde est mort, plus que des photos. Et là, Solange, on est tous ensemble. Vous êtes là, vous allez accoucher. Non, peut-être pas tout à fait. En tout cas, vous êtes enceinte. Oui. Vous êtes enceinte et on est chez Robert Gallimard. Oui, exactement. Est-ce que tu me connais qui est par terre? De quelle année elle date? Et celle-là, mais toi, tu n'es pas dans cette photo de groupe. Marguerite qui est furieuse. Tu vois sa tête? Elle était furieuse. Ah, je sais plus. Mais elle était furieuse. Ça tourne sa tête. Elle est drôle. Elle est furieuse. Incroyable. Là, j'ai une photo. Ça, c'est vous et Robert. Ah oui, ça, je la connais, celle-là. Ah, elle est pas mal. Ben voilà, c'est le plus important. C'est incroyable, tout ça. Tout ce qu'on a vécu à cette époque-là. On avait 27 ans. 27 ans. C'était Saint-Jean-des-Prés. C'est là que tout ce qui est arrivé est décisif dans notre jeunesse, dans nos sentiments, dans nos croyances, dans notre vie. C'est là que c'est arrivé. Et je ne pouvais pas dire aussi fort, aussi merveilleux que c'est dit de faire de la politique. Faire de la politique qu'on veut faire. Bien entendu, on était unis par quelque chose de commun que nous pensions, et surtout qui s'est développé quand il s'agissait du communisme, quand il s'agissait de nous opposer, dans le fond, au stalinisme, quand il s'agissait après la guerre d'Algérie. Mais il n'empêchait pas nos discussions. Je discutais énormément avec Dionys. On faisait semblant de discuter. On adorait faire des sortes de jeux comme ça. Mais c'était une affection très, très profonde, une communauté. Pour moi, ces sentiments sont restés en dépit du temps, en dépit de la diaspora et tout ça.
ses amis aussi bien qu'à ses idées. Mais c'est en solitaire qu'Edgar Morin poursuit ses recherches, enjambant les séparations disciplinaires, pour essayer de comprendre comment relier l'expérience révolutionnaire à celle de la vie. À l'origine, vous avez appartenu au Parti communiste, et à l'époque, il y a un certain divorce entre ce qu'on appellerait les marxistes et les sociologues. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de sociologues à l'intérieur de l'univers communiste. Bon, vous savez, il y a des sociologues marxistes, c'est pas incompatible absolument. Le marxisme est une théorie sociologique, vous savez. Ce que j'ai retenu de Marx, pour moi, et qui m'est resté, c'est pas telle ou telle conception. C'est le fait que Marx, il voulait traiter à la fois, il voulait articuler les sciences, l'économie, l'histoire, connaissant des sociétés primitives, n'est-ce pas? Il y a son livre sur le communisme, toutes les sciences humaines, y compris la science de l'évolution, la biologie, et la politique. Et je pensais qu'il faut avoir une conception articulée, qu'on ne peut pas se laisser enfermer dans telle ou telle discipline. Et c'était ça qui était fort chez Marx. Et ça, c'est l'héritage de la pensée, et qui inspire, dans le fond, tout ce que j'ai fait dans tous mes travaux. Bien entendu, je savais que c'était pas parfait ni même merveilleux en Union soviétique, mais je pensais que c'était des défauts temporaires dus à la situation de l'URSS entre les deux guerres et que la victoire allait épanouir les vertus du communisme. Donc, il y a eu un espoir, et pour beaucoup de gens, on peut même dire que c'était une religion de salut terrestre, le communisme. On pensait qu'en fait, on allait sortir de la barbarie humaine. On ne se rendait pas compte que le système stalinien était parmi les plus barbares. Dès qu'il y a eu une reprise des grands procès, il y avait eu des grands procès staliniens avant la guerre, les procès de Moscou, surtout le procès Reich en Hongrie, ça a été ça, ma cassure intérieure. J'ai pas repris ma carte, j'ai pas osé dire que je n'étais pas au parti, et de ce fait, quand la machine du parti a voulu m'exclure, je suis allé à la poire. Je quittais quelque chose qui était devenu comme une famille. Mais je dois dire que la nuit de mon exclusion, j'ai pleuré, mais que le lendemain, j'étais très content parce que je savais que j'avais retrouvé mon autonomie et que cette autonomie, je l'ai gardée à jamais, toujours, c'est-à-dire jamais plus, je serai dans un parti. Et alors, quand j'ai fait mon livre autocritique, il s'est passé que j'ai voulu comprendre pourquoi moi, qui me crois tellement intelligent, j'ai pu me tromper. C'était une lutte très dure intellectuellement, de s'arracher à quelque chose qui est une doctrine. Donc, si vous voulez, d'un côté, je regrette mes erreurs intellectuelles, d'un autre côté, je ne regrette rien. Il y a une chose qui est frappante, disons, chez l'intellectuel moderne, c'est qu'il est l'héritier de deux traditions contradictoires. Par l'une, n'est-ce pas, c'est la tradition des Lumières, la fonction critique, disons, c'est la fonction qui détruit les mythes. Et l'autre fonction des intellectuels, c'est que c'est eux qui fabriquent les mythes dans la société moderne, c'est eux qui fabriquent les idées. Et effectivement, la maladie naturelle de l'intellectuel, c'est de prendre l'idée qu'il fabrique pour la réalité. Ça, c'est une maladie typique de l'esprit de l'intelligence. On prend le concept pour la réalité. Alors je dis que l'intellectuel aujourd'hui devrait perdre son assurance et son arrogance et devrait lui-même se considérer dans la situation où il est, essayer de reprendre le travail de la recherche de la vérité et cesser de se considérer comme le propriétaire de la vérité. Edgar Morin a tenu promesse. Il n'appartient plus à aucun parti. Son engagement, sa curiosité sont toujours intacts. Sa connaissance approfondie des drames historiques l'incite à continuer à démontrer l'urgence, qu'elle soit politique ou écologique. Voilà. La première fois que vous êtes venu dans cette émission, vous êtes venu plusieurs fois, Edgar Morin, c'était au moment de la sortie de votre dernier livre, Le monde moderne et la question libre. Vous aviez eu un débat avec Alain Finkielkraut
le thème du débat, c'était peut-on critiquer l'État d'Israël sans être accusé d'antisémitisme. On va en revoir un extrait. La tendance de l'occupant, du dominé, surtout quand il y a une résistance qui est une tendance à humilier. Nous avons vu ça un peu partout. Donc ce phénomène d'humiliation est un phénomène dont il ne faut pas parler. L'usage politique de l'humiliation qui vous empêche de regarder quand les gens souffrent. Et moi je suis très sensible à l'humiliation de ces vies, pas seulement des Palestiniens, de ce que peuvent subir les Tziganes, de ce que peuvent subir les autres peuples. Mais la situation a changé. Où est-ce que vous en êtes de vos réflexions aujourd'hui? Une guerre qui pourrit cause des ravages des deux côtés. Les ravages, nous les voyons accentués aujourd'hui en Palestine, avec l'histoire de Gaza, cette dégradation formidable qui se produit. Alors moi, mon optimisme, c'est ma confiance dans la possibilité de l'improbable. Et là-dessus, peut-être qu'il y a encore un espoir. Silence sur le plateau, s'il vous plaît, on enregistre une voix. Pour moi, l'éthique, c'est résister à la cruauté du monde. À la cruauté du monde et à la cruauté humaine, bien entendu, qui fait partie de la cruauté du monde, mais qui est autre. Et ceci nécessite effectivement la compassion, je crois. La compassion et la compréhension d'autrui. Actuellement, le système Terre est incapable de traiter ses problèmes vitaux, celui de la faim dans le monde, celui des déchaînements des fanatismes, celui des armes nucléaires qui prolifèrent, celui de la dégradation de la biosphère. Il est donc condamné soit à mourir, soit à se métamorphoser. L'image, nous la connaissons, nous voyons des chenilles qui entrent dans un cocon. Qu'est-ce qui se passe? Cette chenille, d'une façon extraordinaire, s'auto-détruit en tant que chenille tout en s'auto-construisant comme papillon. Un être tout à fait différent et qui pourtant est exactement le même tout en étant autre. Et le papillon va prendre son vol. Nous sommes dans une époque de chaos, c'est-à-dire où les forces de destruction sont liées à des forces de recréation, mais malheureusement qui ne sont pas encore assez puissante et laquelle nous essayons de contribuer. Mais à mon avis, c'est ça dont on a besoin. Pas seulement changer des petites habitudes, mais un changement fondamental. Ces facultés créatrices qui existent dans l'humanité peuvent se réveiller. Et ce sont elles qui peuvent produire les métamorphoses. Donc, si vous voulez, le paradoxe, c'est que ce qui nous conduit vers l'abîme est peut-être ce qui, en même temps, nous conduit vers le salut. C'est que s'il y a une espérance, elle est inséparable de la désespérance dans laquelle elle va naître. Voilà. Elle adore venir ici. Même s'il pleut, elle s'en moque. Depuis plus de 30 ans, Edwige est l'épouse d'Edgar Morin, ce chercheur infatigable qui scrute et observe la complexité du monde. Une tâche qui semble ne jamais devoir se terminer. Travail, tout ça. Bon, tu as été, je dirais, plus actif après le CNRS que pendant, à mon avis. C'est plus effrayant maintenant. Ah ben, je suis de plus en plus actif, c'est normal. Ah oui, ça, oui. Et heureusement, j'avais cette liberté. Au CNRS, on me laissait faire. Mais enfin, je pense que s'il n'y avait pas été au CNRS, jamais je n'aurais pu accomplir ce que j'ai fait. Je suis animé par un sentiment de solidarité planétaire. Je fais comme selon ce que dit le Tao, qui est l'esprit de la vallée qui rassemble toutes les eaux qui se déversent en elle. Ce sentiment de foi qui m'a fait faire ce voyage dans les différentes parties de la connaissance, cette façon de montrer comment ces éléments de connaissance séparés peuvent être reliés les uns aux autres.
je pense que la mission que je me suis donnée a une importance humaine. Alors vous allez dire peut-être que je me monte la tête, que je me monte le bourrichon, mais il est certain que c'est l'aventure de ma vie.